auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine, le Top Presse. Ce Top Presse assez particulier puisqu'il intervient en milieu de semaine. On parle de la session de septembre, on est à l'Assemblée nationale, une session qui vient de s'ouvrir, une session budgétaire après une précédente session très agitée. Deux grands enjeux en cette période de coronavirus où était attendu un collectif budgétaire après la révision d'un budget qualifié d'irréaliste par les partenaires financiers de la RDC. Comment évaluer la précédente, mais surtout l'actuelle session, qu'en attendre la session de septembre. Pour en parler, nous sommes avec la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda Moudiaye, qui répondra aux questions d'Élisée Odia de Congo Web Télévision, d'Israël Moutala de 7 sur 7.cd, de Thierry Kambundi et d'Éric Ambago de Top Congo FM. Comment évaluer donc la précédente? Quels sont les objectifs de la présente session? Quid du contrôle du gouvernement? Ce gouvernement est-il excellent, passable, médiocre? Quelles sont les nouvelles lois? Puisque Madame Mabunda, que nous recevions alors candidate et aujourd'hui devenue présidente de l'Assemblée, et donc en plus d'un an a déjà un bilan. Les relations entre les institutions, une partie très attendue de cette émission. La gestion du Parlement, avec de nombreuses questions depuis l'annonce de cette émission posées par vous, auditeurs. Madame Mabunda, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous paraphraser. Mardi, à l'ouverture de la session parlementaire, vous avez parlé d'un silence complice après des propos tenus à votre endroit. On va pas revenir, on va pas faire la publicité de ceux qui disent du mal, mais comment réagit-on à ce mal, face à ce mal? Je vous remercie. D'abord, je suis contente d'être ici parce qu'avec la radio, on touche finalement les Congolais tous les jours. Et comme vous dites, j'ai pas envie de centrer ma conversation avec les Congolais sur un cas particulier qui serait le mien. Mais comme j'ai dit, au-delà de ma personne, en fait, j'ai trouvé peut-être qu'il était dommage et injuste que ce soit l'image et le respect qu'on donne à la femme congolaise qui était atteinte. Et finalement, on donne une image de notre pays. On donne une image de la place que l'on donne aux femmes en RDC au travers de ces comportements que je trouve dommageables en fait. Et donc là, moi, je suis numéro 2 de la République, tel qu'on le dit en fait dans la hiérarchie institutionnelle. Mais je voudrais pas que ce soit un slogan et qu'on se dise oui, un jour on a eu une femme numéro 2 de la République. Il faut que ça se vive pas pour moi, mais pour donner l'exemple et l'envie aux autres d'embrasser la carrière de la politique, qui est une carrière finalement, pas une carrière, mais qui est une mission où on se met au service des autres. Et donc, je trouve ce qui est dommageable dans cette dérive verbale-là, c'est toute cette violence auquel on assiste sur les réseaux sociaux, sur certains supports médiatiques. Et c'est une violence verbale qui amène parfois la violence physique et qu'on a trop tendance à banaliser. J'espère que, au travers de ma voix, qui porte celle des autres femmes de la RDC qui ont moins de chance que moi, l'opinion, les législateurs, les juristes pourront prendre un peu plus au sérieux ce genre de comportements et d'attaques qui sont pas acceptables. Les législateurs, c'est vous. Quand vous parlez de silence complice, excusez-moi le petit sourire, quand vous parlez du silence complice, vous parlez de cette banalisation dans le chef de l'homme et la femme politique? Non, je dis qu'on assiste aujourd'hui, il y a différentes façons de faire la politique. Et il y a des personnes qui pensent que faire de la politique, c'est effectivement être dans la parole, mais être dans la parole agressive, être dans la parole qui attaque, être dans la parole qui dévalue. Moi, je ne pense pas que c'est ça que les Congolais attendent de nous. Et donc, il faut, nous, qu'on soit des gens qui orientent par l'exemplarité de nos comportements lorsque nous sommes dans l'espace politique. Et donc, je pense que des paroles de cette nature, des paroles d'insultes, des paroles de dénigrement, d'imputation dommageable, ce sont des paroles qui finalement ferment l'espace politique à la femme congolaise. En fait, le message qu'on dit, c'est vous pouvez être là, mais on peut toujours en fait vous dévaluer, vous ridiculiser parce que vous êtes des dames. Vous n'avez rien à faire ici, on va vous faire peur en tenant des propos inadaptés.
entendez des propos qui vous font mal, comme ça vous reculez. C'est mal connaître les femmes du Congo en 2020. Vous avez bien souligné le fait que vous êtes la deuxième personnalité de la République. Est-ce que ce n'est pas le moment d'être l'exemple en ne s'arrêtant pas à la condamnation de ces propos et du silence complice, mais en allant au-delà, notamment en estant en justice contre les auteurs de ces propos? Alors moi, je crois que d'abord, il faut remercier toutes les personnes qui nous ont manifesté de la sympathie. Et comme vous dites, il y a quand même une règle du précédent. On parle d'un discours violent dans l'espace politique aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de ma situation, mais quelques jours ou quelques semaines auparavant, c'était le docteur Mukwege, défenseur des femmes, qui lui est un homme qui était aussi violemment attaqué sur les réseaux sociaux, violemment attaqué aussi sur ses origines. Et donc, ça devient quand même une petite habitude, un jeu malsain. Et je pense qu'effectivement, la justice dans laquelle on croit aura à cœur de mettre un terme par des dispositions idoines. Et pour cette personne-là, oui, parce que c'est la deuxième fois, je crois, que des personnes d'une même structure politique s'en prennent à ma personne personnellement. Je pense qu'il faut quand même prendre des dispositions beaucoup plus coercitives. La justice aura à cœur ou vous allez vous saisir cette justice? Je crois que la réponse elle est double. Bien sûr, moi je peux faire la démarche, mais au-delà de ça, il faut que les femmes congolaises soient rassurées que la justice congolaise est à l'écoute lorsqu'il y a un problème de violence vis-à-vis des femmes, que ce soit violence physique, vis-à-vis violence verbale. Et donc je crois que le travail est double. C'est chacun d'entre nous qui devons nous saisir de ces questions-là. Mais oui, je m'assumerai aussi comme individu et citoyen qui est égal devant tout autre citoyen par rapport à la justice. Pour commencer cette émission, on n'allait pas nous être au silence complice, on se devait de rappeler ce fait. Commençons par la session de septembre budgétaire, oui, elle le sera. L'année dernière, elle était budgétaire, un budget que beaucoup trouvaient d'irréaliste, notamment les partenaires financiers internationaux. Aujourd'hui, on attendait un collectif budgétaire, il n'est pas venu. De tout cela, on va parler, mais on ne peut pas parler de cette session sans parler de la précédente qui, elle, a été riche en rebondissements. Quel est le bilan? Je vais commencer par là. Quel bilan vous faites, vous, de cette précédente session et dans quel état d'esprit vous entamez celle-ci? Bon, je crois que le passé, mais il est vrai de dire que ça a été la première vraie session qui nous a permis en fait de confronter les différentes visions politiques matérialisées par des visions législatives. Alors, c'est vrai qu'on a voulu retenir tout ce qui était un peu sensationnel, les divergences de vues entre différentes sensibilités politiques, mais on oublie aussi que cette session-là, on ne devrait pas oublier plutôt que cette session-là a été aussi une session où on a commencé à mettre en branle de façon très opérationnelle les commissions de contrôle. Nous avons fait un travail, je pense, assez intéressant par rapport aux préoccupations des Congolais en matière notamment de sécurité. Je crois que c'est l'Assemblée nationale qui, la première, a invité et puis ensuite interpellé le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense sur les questions de sécurité, et des questions de sécurité assez graves puisque elles portent atteinte à la sécurité de nos populations. Donc la commission de contrôle, qui est en l'occurrence cette commission de défense et sécurité, a travaillé assez activement, posant plus de 200 questions à des ministres dans des domaines relativement sensibles. Nous avons aussi mis sur pied la commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19, parce qu'à un moment, nous étions interpellés par la population qui disait oui, bon, on nous met en confinement, mais on a l'impression que c'est une aventure, c'est ce qu'ils disent en Lingala, on a l'impression que cette maladie n'est pas sérieuse, on a l'impression aussi qu'on dépense les moyens pas dans le sens requis, et on voudrait un droit de regard au travers de nos élus. Et donc on a mis sur pied une commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19 en vue d'accompagner le gouvernement et de faire des recommandations tant au niveau financier que sanitaire, qu'opérationnel. Et donc nous avons transmis au bout de 2 mois de travail notre rapport au gouvernement et aussi au comité de riposte. Et donc voilà des choses que nous avons faites qui sont des choses qui nous rassemblent tous députés et qui nous permettent d'exercer notre droit de regard sur le gouvernement. Alors oui, il y a eu des sujets aussi un peu plus difficiles, des sujets politiques, mais ça fait partie aussi du travail du parlementaire. Le travail du journaliste, c'est de poser des questions particulièrement sur ces sujets polémiques. Je donne la parole à Israël Moutala de 7sur7.cd.
Madame Janine Mabunda, vous avez relevé justement que c'était une session aussi difficile. Mais n'était-ce pas peut-être de votre responsabilité, n'était-ce pas aussi à cause de votre responsabilité, parce qu'elle a démarré par une conférence de presse où vous avez justement épilogué sur la question, la possibilité de la destitution du président de la République. Alors je n'ai pas commencé la session parlementaire sur une conférence de presse qui a parlé de la destitution du président de la République. Je crois que il faut remettre les choses en état. J'ai été invitée en fait par l'association des journalistes de presse et nous avons eu des échanges sur plusieurs sujets. Donc il vous souviendra bien que c'était en dehors de l'Assemblée nationale et cette question m'a été posée. Et donc je n'ai fait que rappeler les textes qui étaient les nôtres. Mais je crois que, comme vous dites, aujourd'hui je suis pas vraiment là pour parler de la session passée et des polémiques qui auraient eu ou pas, ou des sujets qui ont peut-être cristallisé l'attention du microcosme politique. Il y a des sujets qui intéressent un plus grand nombre de Congolais, qui ne sont pas un groupe politique qui est limitatif finalement par rapport aux 80 millions de Congolais. Et donc notre session de septembre, ça va être une session budgétaire. Le budget, en fait, c'est le tableau de bord qui nous lie tous. Sans vous couper, Madame la Présidente, parce que c'est des questions quand même sur lesquelles les Congolais aimeraient avoir des réponses. Est-ce que nous sommes en démocratie? Vous êtes la deuxième personnalité de l'État. Est-ce que, en démocratie, vous êtes libre d'aborder une question quelconque qui est prévue dans la Constitution, notamment la décision présidentielle, qui est une éventualité? Alors ici, moi, je ne vous parle pas de la destitution présidentielle. Vous m'avez posé la question des enjeux de la session de septembre. Et vous avez voulu jeter un regard sur la session passée. La session passée est clôturée. Moi, j'aimerais bien inviter les Congolais à nous accompagner, à nous interroger, à nous interpeller sur la session de septembre. Parce que ça les concerne. Parce que ça, c'est leur portefeuille qui est éventuellement touché, suivant que nous partagions bien ou mal les richesses dans le dialogue que nous aurons avec le gouvernement. Et donc la session de septembre, ça va être une session budgétaire. Et cette session budgétaire intervient dans un moment qui est très critique pour le monde entier, y compris la RDC. La RDC ne fera pas exception. C'est que nous passons d'un monde ancien que nous connaissions et nous maîtrisions à un monde nouveau qui est frappé par le coronavirus. Coronavirus qui nous a quand même mis tous à la maison pendant des mois, qui nous a fait perdre de l'argent, perdre des commerces, perdre de l'emploi, qui nous avait perdre aussi des membres chers de notre famille face à des réponses de santé ou de soins qui ne sont pas toujours bien maîtrisées. Et donc aujourd'hui, c'est là-dessus que les Congolais nous attendent. Vous savez, nous avons fait un sondage et j'ai pris plaisir à faire ce sondage, d'ailleurs contre un peu mon équipe qui trouvait ça une méthode un peu, disons, inhabituel, mais je voulais vraiment écouter les Congolais qui ne sont pas des politiciens, pas les professionnels de la chose publique, pas les hauts fonctionnaires, pas ceux qui ont un langage prédéterminé. Justement. Et ces Congolais-là, oui, quand on les interroge, ils vous disent « Moi, je ne m'intéresse pas à vos règles de jeu de pouvoir. Je m'intéresse pas à qui va contrôler le pouvoir aujourd'hui ou demain. Je m'intéresse plutôt à où est ma sécurité. 2, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la corruption et la gouvernance? Mais 3, cette sécurité, qu'est-ce que je fais pour mes enfants, pour qu'ils aillent à l'éducation? Mais cette sécurité, justement, elle est tributaire justement de l'état d'esprit des politiques, des hommes d'État qui sont à la tête des institutions. Parce que s'ils passent leur temps à se battre, à se faire la guerre, ils n'auront pas assez d'énergie pour se consacrer à ces questions-là. Donc voilà pourquoi. Parce que même la session de septembre que nous évoquons, que vous évoquiez tout à l'heure, a charrié justement le passif de la session de mars, qui n'a pas encore été élaguée. Je parle notamment justement de l'investiture de Ronsard Malonda. Donc c'est des questions justement, c'était des questions qui ont crispé la coalition au pouvoir et l'opposition. Donc c'est des questions sur lesquelles, par exemple, les Congolais attendent des réponses. Comment justement, ils se posent des questions comme comment est-ce que l'entérinement par l'Assemblée nationale, pourquoi s'est-elle faite dans de telles conditions que certaines décrivent d'opaque, de précipité et d'intéressé politiquement? Alors, de nouveau, je ne peux que revenir vers les enjeux de la session de septembre. Certes, vous aimez bien les sujets politiques, mais apparemment les Congolais, ils y sont moins intéressés. Et donc, je dirais que ce qui va intéresser les Congolais dans cette session de septembre qui est budgétaire, c'est quelle loi prenez-vous pour nous aider? Quelle loi faites-vous pour qu'il y ait des routes dans ma province? Quelle loi faites-vous pour améliorer
les institutions éducatives. Quelle loi faites-vous pour que des femmes ne puissent pas mourir dans un chef-lieu d'une province parce qu'il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas assez de médecins et c'est le médecin généraliste qui s'occupe de cette femme-là. Et donc les Congolais nous posent plutôt des questions très concrètes qui sont assez loin des joutes et des batailles politiques. Et justement, vous avez dit, c'est une interpellation pour nous les politiques. Est-ce que finalement nous allons continuer à prendre en otage l'espace politique avec des sujets qui n'intéressent pas les Congolais, ou bien nous sommes plutôt, comme élus, à l'écoute des Congolais, en disant les Congolais nous demandent de leur donner de l'espoir sur des sujets concrets qui changent leur quotidien. Et les sujets concrets qui changent leur quotidien, il faut une vision, il faut un programme de gouvernement, il faut de l'argent et il faut répartir les richesses d'une manière qui permette à chacun d'avoir quand même le sentiment qu'il peut s'y retrouver. Et donc les questions vraiment éminemment politiques, certes, ce ne sont pas des questions faciles, on ne peut pas faire l'unanimité sur tout, mais je pense qu'elles doivent céder le pas aux questions qui intéressent la majorité des Congolais d'abord. Et la session budgétaire, c'est le budget pour les Congolais. On y reviendra. Éric Ambago, Top Congo FM. Madame Janie Mabunda, la question de la CENI intéresse au plus haut point la population congolaise. La question de Ronsard Malonda, le président avait rétoqué votre rapport. Est-ce que vous avez déjà remis l'initiative aux confessions religieuses pour rediscuter de la question du président de la CENI? Alors je crois qu'il faut poser la question aux confessions religieuses parce que pour le respect des textes, en fait, nous sommes régis par les textes. L'Assemblée nationale, elle a une compétence liée. Les textes disent, voilà comment est composé le bureau de la CENI, il y a des postes qui reviennent à la société civile, il y a des postes qui reviennent aux forces politiques, et chacun dans sa composante s'autodétermine. Donc vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Nous, notre compétence, l'Assemblée nationale, elle est liée. La loi nous dit, vous recevez les PV des différentes confessions religieuses, sociétés civiles, forces politiques, vous les entérinez. Et donc notre compétence est liée. Et donc si vous me demandez s'il y a eu une évolution au niveau des confessions religieuses, je pense qu'il est tout à fait intéressant et c'est votre rôle de leur poser la question. Mais puisque le texte a été remis, n'a pas été signé, le président n'a pas signé l'ordonnance pour l'investiture de Ronsard Malonda, on revient à zéro ou vous maintenez Ronsard Malonda comme candidat président de la CENI? Vous parlez bien de celui qui a le PV désormais ou qui a les supports désormais. Il faut poser les questions aux personnes qui sont détentrices de ces sujets pour le moment. Certains ont dit la question de Ronsard Malonda reviendra lors de cette session de septembre. Vous allez le remettre en selle ou vous allez remettre les discussions au sein de la société civile? Alors, vous me posez la question comme si nous étions l'acteur majeur, mais en réalité, les textes sont clairs. Les questions liées à la CENI, elles sont prédéterminées par des textes qui définissent qui peut désigner dans les différentes composantes qui ont droit à composer le bureau de la CENI. Et donc, autant vous me posez la question, autant il faut poser la question aux différents acteurs. Vous avez un rôle important, vous, l'Assemblée nationale, c'est l'entérinement, c'est un rôle important quand même. Nous avons une compétence liée par les textes. Vous avez dans votre discours à l'ouverture parlé de tout sauf réformes électorales. Pourquoi vous avez éludé ce sujet? Donc je n'ai pas éludé ce sujet, j'ai parlé d'initiatives législatives. J'ai parlé des initiatives législatives que nous pourrions examiner et donc pour moi c'est un terme englobant. Donc aujourd'hui on va examiner la proposition de loi des 13 parlementaires par rapport aux lois électorales? Alors là aussi, de nouveau, vous identifiez un groupe, peut-être pas les autres. Nous avons effectivement vu un florilège de réflexions sur les questions électorales, mais l'Assemblée nationale, en fait, fonctionne avec un règlement intérieur. Nous avons une conférence des présidents, donc lorsque nous ouvrons la session parlementaire, nous sommes guidés par nos textes. Nos textes disent que la session parlementaire de septembre, elle est budgétaire. Donc on va donner la priorité au budget. Nous intervenons aussi en groupe, de façon collective, à définir en fait un calendrier de travail avec la conférence des présidents. Et donc, puisque le calendrier de travail n'a pas encore été discuté ni soumis avec la conférence des présidents, je pense que ce serait discourtois ou inélégant de ma part par rapport à mes collègues de pouvoir, ourbi et torbi ici, prédéterminer à leur place quel va être notre agenda. Mais la loi rappelle que septembre est une session budgétaire. Mais vous avez déjà sur votre table la proposition Lutundula sur la réforme. Pourquoi vous l'avez cachée dans les tiroirs?
Ah, je ne sais pas si je l'ai caché dans les tiroirs, ça c'est une On n'en parle affirmation. même pas, on n'en parle pas. Voilà, mais est-ce que je l'ai caché dans les tiroirs? Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'avez pas fait mention de cette proposition dans votre discours? Puisque vous avez le document sur votre table déjà. Comme nous en avons beaucoup d'autres, hein, et comme nous en avons beaucoup d'autres, et je vous ai dit, la procédure chez nous, en réalité, c'est l'agenda parlementaire de septembre est défini par la conférence des présidents. Et donc, par courtoisie pour mes collègues, moi, je pense que c'est un peu prématuré de prédéterminer un agenda seul à mon niveau, alors que notre règlement intérieur nous demande de travailler au travers de la conférence des présidents. Et sans doute qu'on devra faire le choix des différentes initiatives législatives que nous avons vues. Nous avons reçu plus de 300 initiatives législatives, demandes de contrôle, propositions de loi. Et donc c'est une matière très abondante qui s'ajoute à la matière première qui est l'examen et le contrôle du budget. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Madame, avant de revenir sur le terrain politique, puisque vous voulez qu'on parle plutôt budget 2021, moi j'aimerais avoir quelques précisions simplement. Combien gagne au nom de la redevabilité un député national, visible et invisible y compris? Juste question de précision. Un député national gagne le salaire qui lui est prévu par le budget 2020. Oui, c'est combien? Voilà. Et donc, on a le droit de savoir. Je ne sais pas si je voudrais donner le salaire du député de façon détaillée, mais en tout cas, le député national gagne certainement bien moins que certains hauts fonctionnaires de la République. Madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'en dire plus sur tous les sujets. Un député national, c'est un élu du peuple. Tout à fait. Le budget nous concerne, vous l'avez répété plus d'une fois. Tout à fait. Nous ne sommes pas en droit de savoir aujourd'hui, puisque nous avons affaire à la numéro 1. Combien gagne un député national? Non, je crois pas que c'est un secret. Je crois que vous avez suivi des débats sur les salaires des députés. Je crois qu'il y a eu un débat où on nous a dit, c'est scandaleux, les députés ou la présidente de l'Assemblée nationale a demandé $2000 de plus pour les salaires des députés. Alors je crois que je suis d'accord avec vous qu'il faut peut-être donner quelques explications pédagogiques. D'abord, il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, plus 1500 administratifs. Donc en réalité, en termes de personnel qu'on gère à l'Assemblée nationale, c'est 2000 personnes, dont seulement 500 députés. Alors, les députés, comme tout le monde, ont leur traitement qui est fixé dans le budget. C'est combien? Alors, j'y arrive. Juste un chiffre? Non, j'y arrive. Okay. En 2020, il avait été prévu que le salaire ou le traitement des députés soit revu ou adapté à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Et vous avez raison quand vous dites que le député a un salaire, vous avez dit salaire plus invisible, mais en réalité tout ça ce sont des rubriques qui mises ensemble forment sa rémunération. Alors sa rémunération est composée de la base, qui est un montant de base classique, auquel on ajoute ce que vous appelez la partie invisible, qui sont comme des primes d'activité parlementaire. Il faut savoir que les primes d'activité parlementaire sont payées sur les frais de fonctionnement du budget de l'Assemblée nationale. Savez-vous par exemple que les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale n'ont pas été payés depuis 4 mois? Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que ces députés-là n'ont pas perçu une partie de la quotité de leur salaire parce qu'il y a 4 mois d'arriérés de frais de fonctionnement. Alors, je ne devrais pas le dire parce que je crois que toutes les personnes qui sont dans le secteur public, avec l'impact du Covid, ont vu quand même les finances de l'État être fortement secouées. Mais nous, au niveau des députés, on a accepté cette difficulté-là et on n'en a pas fait un étalage excessif. Ça montre aussi, en fait, de manière beaucoup plus globale, que la question de rémunération, pas seulement que des députés, mais de tous ceux qui sont dans le secteur public, est effectivement une question qui mérite d'être discutée et revue. D'un côté, vous avez des policiers qui ont un salaire dont on connaît le salaire. Policiers et autres fonctionnaires, on connaît le salaire. Dont on connaît le salaire, mais de l'autre, vous parlez beaucoup des députés, mais on parle un peu moins de ceux qui sont dans l'espace public de l'exécutif. J'ai juste posé une question, et qui gagnent madame. Beaucoup plus que les députés. J'ai juste posé une question. J'ai l'impression qu'elle vous met mal à l'aise. Alors qu'il y en avait une autre qui
vous concerne, vous. Non, Combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Elle me met pas du tout mal à l'aise, mais je pense que je vous ai donné l'ordre de grandeur. Non, moi j'avais besoin des chiffres. Malheureusement, je suis déçu parce que j'ai l'impression que vous n'en voulez pas. Mais Non, c'est pas que je n'en veux pas, mais je crois qu'aussi par respect pour le député, est-ce que je peux vraiment de moi-même donner le chiffre du salaire du député? Je crois qu'il y a quand même une certaine... Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, je pense que par respect pour ceux avec qui je travaille, qui sont les députés, ce ne serait pas tout à fait indiqué, je pense, de balancer leur même salaire. de nous dire combien gagne la présidente de l'Assemblée nationale? Certains parlent de plus de 100 000 $ par mois. Ah, ça c'est une information que j'apprends avec vous. Alors moi je serais pour un exercice qui soit complet. Dès lors que vous me parlez des députés, donnez-moi aussi le salaire de ceux qui travaillent au gouvernement, de ceux qui travaillent dans d'autres institutions de la République. C'est là le problème, madame. Vous, dirigeants, ne communiquez jamais vos salaires. Le Congolais lambda ne sait pas combien gagne madame Mabunda, alors qu'il sait combien gagne votre collègue président de l'Assemblée nationale en France ou dans d'autres pays. Pourquoi un secret autour de tout cela? Non, c'est une question pertinente et je suis d'accord avec vous que nous devrions l'évoquer, mais de façon globale. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas combien gagne le président de la République et je trouverais tout à fait malsain qu'on puisse discuter du salaire du président de la République. Je ne sais pas non plus combien vous gagnez. Donc, voilà, combien gagne le Premier ministre, combien gagne le ministre, je ne sais pas. Voilà, mais c'est une question tout à fait globale et moi je crois que à l'occasion du budget, on est tout à fait disposé à en discuter. Mais s'agissant de mes collègues députés, parce que je peux être leur patron, mais je suis leur collègue, j'aimerais quand même, ils ont déjà été beaucoup brocardés pour leur salaire et on s'est rendu compte en faisant certains examens que leur salaire n'est pas le plus élevé dans cette République. Donc voilà. Je retiens juste que j'ai eu des explications, mais pas de chiffres. Bon, je reviens à la politique, madame. Il y a eu un problème, on le sait. La désignation du président de la CENI a posé un vrai problème. Vous dites que les Congolais veulent savoir combien sera le budget, à quelle hauteur sera son budget, mais ce Congolais a marché. Ce Congolais a marché contre l'entérinement de Ronsard Malonda. Alors c'est l'occasion pour vous peut-être de tirer cette affaire au clair, de nous dire où on en est, parce qu'après l'entérinement, le président devait l'investir, il ne l'a pas investi. On en est où et qu'est-ce qu'on va faire? Si vous vous écartez, vous, Assemblée nationale, alors que vous êtes au cœur du débat, c'est peut-être fausser ce débat justement, parce que les confessions religieuses d'elles-mêmes ne peuvent pas se réunir. Lorsqu'elles s'étaient réunies, c'était sur demande de la présidente ou de l'Assemblée nationale que vous représentez. Alors là, je voudrais recadrer parce que, vous savez, bien avant mon arrivée à l'Assemblée nationale au mois de mai 2019, les confessions religieuses s'étaient déjà réunies. Ça fait partie, en fait, de leur pratique et de leur mode de fonctionnement interne. Ils s'étaient déjà réunis, je pense, ça devait être en décembre 2019, peu après mon arrivée à l'Assemblée nationale. Donc ça fait partie, ils ont plusieurs sujets, il n'y a pas que le sujet de la CENI, et donc cette organisation religieuse se réunit régulièrement, parfois pour des sujets de société, notamment l'insécurité dans le pays. Vous les avez saisis officiellement donc, pour voilà. désigner leur candidat. Alors, les confessions religieuses, comme les différentes branches politiques, ont l'habitude d'interagir avec l'Assemblée nationale. Nous recevons un nombre assez significatif d'organisations de la société civile qui viennent nous voir. Les femmes de Bukavu étaient venues nous voir pour nous parler justement des élections en disant que le statut actuel des mécanismes et des règles du jeu ne leur permettait pas à elles, les femmes par exemple, de pouvoir émerger. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les confessions religieuses comme société civile qui viennent à l'Assemblée nationale, c'est un bouquet représentatif de toute la société. Alors je suis d'accord avec vous que ce sujet n'a pas fait l'unanimité, mais l'unanimité n'est pas toujours la solution la plus aisée. Quelle est la solution, madame? Comment décanter cette situation? C'est juste ça notre question. Je la comprends bien et c'est à ça que j'y arrive. Moi, je pense que l'Assemblée nationale n'est qu'un des rouages et que les textes nous guident. Je pense que dans les textes, on a suffisamment d'éléments de réponse qui nous permettent en tout cas de trouver les itinéraires à suivre. Alors, vous parlez souvent de des confessions religieuses. Je pense que la réponse est chez elles, il faut les interroger. Nous, notre rôle, c'est la CENI est composée de différentes composantes politiques, société civile
Et dans la composante politique, vous avez la composante de la majorité, vous avez la composante de l'opposition. Donc il y a 3 composantes, si je puis dire, 2 politiques et une société civile. Et chacune, dans l'espace qui est le sien, détermine, suivant les critères qui sont donnés par la loi, les profils qui leur semblent indiqués pour remplir le rôle de composer le bureau de la CENI. Et donc je suis d'accord avec vous que c'est un sujet qui n'est pas aisé, c'est un sujet qui ne peut pas engager que l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'il y a une forte charge politique sur ces dossiers et donc il faudrait aussi qu'au niveau des différentes machines politiques, il y ait sans doute un chemin de dialogue et d'harmonisation. Mais je pense que les patrons politiques sont connus. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Élisée Odia, Congo Web Télévision. Madame Abunda, tout à l'heure, vous avez dit le passé est passé, mais ce passé risque-t-il pas de vous rattraper? Pardon? Le passé est passé, mais est-ce que ce passé risque-t-il pas de vous rattraper? Le passé, vous pouvez vous expliquer un peu Je plus? dis au regard, par exemple, aujourd'hui on parle des élections. Votre collègue du Sénat suggère, vous avez effleuré cela également dans votre discours, la création d'un compte libellé élections, et le sénateur Tambo Mamba fait allusion au rapport de la CENI de 2019, alors que c'est un rapport qui n'a jamais été débattu à la Chambre basse du Parlement. Ni à la Chambre haute, effectivement. Je pense que ce sont des sujets qui reviennent toujours, comme vous dites, mais mon sentiment ou mon souci est que nous donnons beaucoup d'importance aux sujets qui sont des sujets politiques, aux règles du jeu pour le contrôle du pouvoir, parce qu'en fait c'est ça, qu'on parle de la CENI ou qu'on parle des juges, ce sont des règles du jeu politique pour un contrôle de pouvoir d'une structure politique ou de certaines structures politiques par rapport à d'autres. Le cri que moi j'entends... C'est une personnalité politique, madame. Oui, mais c'est une institution éminemment politique. Je suis tout à fait d'accord, mais le cri que j'entends des Congolais, il n'est pas politique. Le cri que j'entends des Congolais, ils nous disent, et je crois qu'un des intervenants l'a dit, il a dit jusqu'à quand allez-vous continuer à vous chamailler? Et en disant ça, il disait ce que nous disent les Congolais. Les Congolais nous disent, vous vous chamaillez pour des batailles politiques, vous vous chamaillez pour des règles du jeu de pouvoir, mais dans tout cela, vous ne m'écoutez pas moi. Et donc je crois que si on veut faire aussi honneur aux fonctions que nous exerçons, nos fonctions ne sont pas là que pour résoudre des batailles de pouvoir politique. Nos fonctions sont là aussi pour donner le cap, de manière à ce que les Congolais puissent trouver un intérêt d'avoir des structures, comme vous dites, politiques, mais qui ne sont pas là que pour faire de la politique. Elles sont là aussi pour être au service des citoyens congolais. Et les citoyens congolais, je le répète, leur demande, c'est la santé, l'éducation, la sécurité. J'aurais voulu qu'on parle des problèmes de sécurité. On va en parler. Moi, j'ai une question sur la sécurité, mais admettez avec nous que c'était pas quand même à propos que votre collègue du Sénat puisse se référer à une loi qui n'a jamais été débattue, un rapport qui n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion. Je pense qu'il se réfère au rapport de la CENI 2019, mais au-delà de ça, je crois que son souci est plutôt de dire, voilà, si nous sommes un État qui est respectueux des textes de loi, si nous pensons que la démocratie a des règles du jeu et un terme, si nous voulons pérenniser la démocratie et respecter nos textes, sachons que nous avons travaillé pendant 2 ans, votre collègue l'a dit, la perception, c'est beaucoup de chamailleries. 2 ans sont passés, beaucoup de chamailleries. Il reste peu de temps avant le prochain cycle qui est 2023. Et si nous voulons faire droit à respecter les textes de la Constitution qui nous disent qu'en 2023, un nouveau terme politique et électoral va s'annoncer, nous devrions mieux préparer l'avenir, tant au niveau de ce qui concerne les Congolais de tous les jours, notamment dans l'insécurité, que en ce qui concerne les dispositions, les planifications, les budgets qui nous permettent de rencontrer le rendez-vous de 2023. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je crois que le rapport 2019 que vous évoquez n'est qu'un peut-être un chemin pour parler de la nécessité de planifier mieux les opérations électorales. Mais est-ce qu'on finira par débattre de ce rapport, oui ou non? Qui a dit que c'était interdit?
vous avez à peine parlé de cela. Est-ce que ça fait partie de l'eau des arriérés qui peuvent éventuellement faire l'objet de l'examen tout au long de cette plénière? Alors, je crois que vous avez suivi dans mon discours, j'ai parlé des institutions d'appui à la démocratie, notamment le CNDH, notamment Conseil supérieur de l'audiovisuel, et j'ai dit et toutes les autres entités qui sont dans le secteur de ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus inverser les choses. Septembre, c'est une session budgétaire. Le budget, c'est finalement le portefeuille de la nation. Qu'est-ce qu'on fait avec ce portefeuille? À qui on donne l'argent? À qui on n'en donne pas? Où sont nos forces? Où sont nos faiblesses? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et vraiment, j'aimerais que la conversation sur ce sujet-là du budget soit très heureuse, enfin très concrète et beaucoup plus tournée vers les Congolais. Et j'ai l'impression de toutes les questions que j'ai entendues aujourd'hui que nous sommes un peu le fruit... C'est les questions que se posent les Congolais tous les jours, madame. Oui, voilà. Oui, les sondages semblent indiquer autre chose aussi. Ils veulent aussi entendre parler d'autre chose que de nos chamailleries politiques, que des sujets politiques. Et donc, ils veulent aussi savoir pourquoi ils n'ont pas d'eau à Kanlouka. Ils veulent aussi savoir quand est-ce qu'ils auront du courant dans tel quartier à Goma. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi, madame. C'est en effet très important, madame. On va donc passer à ce chapitre-là. Mais on ne pourra pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même certains, certains sujets qu'il aurait été agréable d'aborder avec vous. Moi, je voudrais qu'on parle justement de ce budget et de la responsabilité. Allez, on va aller plus direct, de la responsabilité du député. On a annoncé 20 milliards. On a annoncé un budget de 20 milliards ou de 11 milliards. 11 milliards, voilà. On a annoncé 11 milliards. On a annoncé 11 milliards. On a conclu sur des chiffres avoisinant ce chiffre. On a, quand il s'est fallu de l'exécution de ce budget, eu un document du ministre des Finances qui a plutôt parlé d'environ 4 milliards, ce qui représentait plus ce que les partenaires financiers internationaux voyaient. De la responsabilité du député, est-ce qu'il était sage de voter 11 milliards alors qu'on savait que cela n'était pas possible? Est-ce qu'aujourd'hui, avec un Covid qui est venu tout miner, on peut s'attendre à ce que les députés soient un peu plus sévères face au projet de budget du gouvernement? Je vous remercie pour la question, mais je crois que les députés n'ont pas fait preuve de complaisance. Je crois qu'aussi ce qui avait déterminé au départ les paramètres qui avaient été retenus, c'était un environnement économique qui était, disons, le reflet des performances passées de la RDC. Et donc, le virus Covid-19 est venu quand même mettre un terme à tout ça. Sauver les hommes politiques, pas sauver la République, parce que non, je pense pas. Le 11 milliards, par quel miracle? Déjà au premier trimestre, quand vous démarrez la session, on se rendait bien compte que c'était impossible. On a attendu un collectif budgétaire pendant la crise. Ce collectif budgétaire a été préparé. Vous l'attendiez, il est jamais venu. Alors aujourd'hui, on veut parler d'un budget. Avant de parler de ce budget, on va parler de l'exécution du précédent budget. Quelle va être cette fois-ci? Je parle bien des attentes du peuple qui veulent voir comment va être installée l'eau dans leur village, comment est-ce qu'ils vont manger mieux, à quoi doit-on s'attendre de cette précédente session? Sinon, à des pourparlers entre politiques, on revient encore au débat politique, pour faire bien et pas forcément pour régler ces problèmes du quotidien. Non, je crois que vous avez mis le point sur le paradoxe et la difficulté du Congo. Est-ce que le budget était irréaliste? Je ne pense pas. Personne ne pouvait prévoir le Covid-19, personne. Même des économies beaucoup plus robustes que les nôtres ont été complètement désemparées et secouées. Est-ce qu'on pouvait prévoir que le budget soit multiplié par deux en une seule année? Je pense quand même que le Congo a des atouts, et ces atouts, c'était notamment sa reprise en main et sa capacité de contrôle de la filière minière. Le Congo avait aussi des atouts, puisque si on discutait avec les régies financières et ceux qui président aux destinées du budget et des finances, ils comptaient aussi beaucoup sur une mobilisation des recettes, mais où l'élément contrôle du coulage des recettes interviendrait comme un plus. Il faut quand même
savoir que le coulage des recettes fait perdre à l'État congolais une manne relativement importante. Et donc, c'est la réintégration de ces hypothèses de mobilisation additionnelle qui avait motivé le budget de 11 milliards. Mais qu'à cela ne tienne, je suis d'accord avec vous, c'était un budget ambitieux, c'était un budget aussi de la première année de cette évolution ou passation de pouvoir pacifique. Et donc, je pense par rapport aux attentes des Congolais, par rapport aux défis du Congo, qui a quand même la taille de toute l'Union européenne, ça me semble avoir été dans la logique. Sur base de ces éléments, notre capacité en matière minière et les propositions d'amélioration, de réforme en matière de mobilisation des recettes et surtout par rapport au coulage. Mais est venu alors le virus Covid-19 et ce que nous avons vécu, d'autres pays dans la région ou dans le monde l'ont vécu. Et nous avons assisté à une très forte récession. Le Congo, qui a été un pays qui jusqu'en 2019 a connu des taux de croissance relativement positifs, eh bien s'est trouvé face à une économie en contraction et donc à des taux de croissance négatifs, une décélération. Et donc ça, ce sont des choses qui impactent. Alors il faut tirer les leçons de tout ça. Il faut tirer les leçons de tout ça et je suis d'accord avec vous qu'effectivement les députés vont être non pas plus regardants, mais tout aussi sévères que la fois passée, en ajoutant peut-être l'imprévisibilité d'un risque que représente le Covid-19, le virus Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a déconfiné les gens, mais dans les pays où on a fait un déconfinement sans contrôle, on voit qu'il y a comme une espèce de retour encore du virus. Il faut dire aussi que nous avons quand même été impactés par le fait que de mars à juillet, les mouvements en RDC étaient limités. Or, c'est par ces mouvements aussi que la mobilisation des recettes, notamment, peut se faire aisément. Et donc, c'est certainement pas une excuse pour le gouvernement, non. Chacun doit assumer, mais c'est certainement une façon de dire qu'ici, nous avons tous été surpris. Sauvés, disent certains. Sauvés par le Covid-19, par la Covid-19, parce que tout le monde, notamment FMI, Banque mondiale, disait et répétait avant la Covid que cet objectif de 11 milliards ne serait jamais atteint. Vous serez comment lors de la reddition des comptes? Vous serez clément du fait du Covid ou vous serez plus à la sanction? Parce que le Covid, c'est mars. Oui, jusqu'à le juillet. Covid, c'est mars. Le confinement, c'est mars. Nous sommes en septembre. Le train de vie du gouvernement, en tout cas dans les textes, il est resté le même. Le gouvernement n'a pas corrigé le tir par rapport aux enjeux qui étaient le sien pour faire en sorte que la population souffre moins. Vous serez clément ou vous serez strict et sévère avec ce gouvernement dont votre mission, on parle bien nous sommes dans une session budgétaire, avant le vote du budget, il y a la reddition des comptes. Comment allez-vous, en tant que Parlement, réagir par rapport à ce gouvernement? Je crois qu'on a déjà donné la tendance, puisque on n'a pas attendu le dépôt d'un budget ou d'un projet de loi des finances 2021 pour engager des discussions assez directes avec l'équipe gouvernementale. Je crois que il vous a pas échappé que nous avons reçu le Premier ministre et les ministres sectoriels du domaine que vous citez pour justement poser la question de la vérité, en disant attention ici, on peut pas jouer parce qu'effectivement il y a la question du collectif budgétaire. La question du collectif budgétaire a été soulevée. Il y a la question de la reddition des comptes sur l'exercice écoulé précédent de 2019. Et puis il y a une loi des finances 2021. Vous m'avez cité le FMI et la Banque mondiale. Vous dites le FMI et la Banque mondiale ont dit que. Mais vous savez, de plus en plus, quand je discute avec des Congolais économistes qui ne sont pas tous de la même chapelle intellectuelle ou dogmatique, de plus en plus de gens vous disent que nous devrions peut-être, à l'occasion de cette déstabilisation que le virus Covid-19 a entraîné sur les chiffres de notre économie, nous devrions peut-être prendre l'audace et le courage de considérer cette pandémie comme une opportunité pour changer notre façon d'aborder les questions économiques. Et donc, 6 mois après, il a fallu 6 mois pour arriver à cette conclusion et 6 mois sans collectif budgétaire, alors
alors que le Premier ministre avait annoncé Urbi et Torbi, le ministre du budget, le vice-premier ministre du budget l'avait annoncé sur Top Congo, l'avait confirmé que lors de la précédente session, ce collectif budgétaire devait être à l'étude, devait être présenté. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Et comment on peut penser qu'il y aura un mieux lors de cette session budgétaire, sachant qu'on traîne un passif que personne n'a voulu combler? Non, je pense que je viens de vous répondre. Nous avons suggéré au gouvernement qu'il y ait un collectif budgétaire. Deuxièmement aussi, quand vous parlez de collectif budgétaire, c'est fiabiliser des chiffres à réajuster en fonction de la performance financière d'un État. Les chiffres, pour qu'ils soient disponibles, il y a quand même une nécessité de mouvement à l'intérieur du pays qui vous permettent de voir qu'est-ce qui se passe à Kasumbalesa. Kasumbalesa a quand même connu des problèmes assez préoccupants. Qu'est-ce qui se passe à nos différents postes frontaliers auprès des pays voisins? Parce que ce sont des points de perception de recettes qui sont relativement importants. Qu'est-ce qui se passe quand nos échanges sont limités puisque les moyens de transport qui nous permettent d'importer des biens ne viennent plus dans nos pays. Toutes les frontières étaient fermées. Donc je pense qu'il faut quand même être réaliste et pragmatique par rapport à ça. Les dernières périodes que nous pouvons regarder sont les périodes en fait de juin et les mois qui suivent, parce que c'est le 23 juillet que nous avons, si je peux dire, retrouvé notre liberté tous à l'intérieur de ce Congo. Et donc c'est difficile avant de faire un collectif budgétaire qui soit réaliste sans pouvoir vous rendre à Kasumbalesa ou au port de Matadi, etc. Donc là, je pense qu'il y a quand même des éléments objectifs, parce qu'il ne s'agit pas de présenter un collectif budgétaire juste pour faire plaisir et respecter la loi, mais il s'agit de présenter un collectif budgétaire en tirant les conséquences pour le futur. Et donc l'exercice doit se faire avec le plus de périodes possibles accumulées. Nous n'avons eu que 3 mois d'une performance normale, mais 3 mois, je pense que vous êtes un peu trop généreux. On doit considérer que nous avons eu 2 mois full, janvier, février. Il me semble que c'est vers la mi-mars que les problèmes ont commencé. Et donc ces 2 mois et demi, sur une année qui en compte 12, ça a quand même un impact en termes de chiffres. Et donc il faut être rigoureux par rapport à ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et les députés l'ont dit au travers donc de l'équipe de l'ECOFIN qui, à mes côtés, a reçu le chef du gouvernement et son équipe. Nous ne pourrons pas faire autrement que d'être exigeants. Nous ne le faisons pas de manière tracassière, nous ne le faisons pas parce que nous voulons des crises institutionnelles, nous le faisons parce que les Congolais ont besoin de savoir et nous le demandent. Et je pense qu'ils ont droit à savoir. Juste pour la rigueur, s'il ne s'agit pas d'un commentaire, au premier trimestre, Banque mondiale et FMI s'étaient effrayés du déficit déjà accumulé par les autorités. Preuve que donc déjà au mois de mars, la situation était plutôt à la catastrophe. Israël Moutala, 7sur7.cd. Madame Abunda, que répondez-vous par exemple à ceux qui estiment que le collectif budgétaire n'aura d'autres ambitions que d'améliorer le taux de réalisation du budget 2020? Bon, je pense que ça, c'est une question de sémantique, mais en réalité, il me semble, du point de vue légal, nous avons cette obligation, déjà. Il y a une obligation légale de collectif budgétaire lorsqu'il y a des changements majeurs, et le Covid-19 est un changement majeur. C'est une déflagration économique qui a eu un impact. Et de deux, je pense que le défi va plutôt être dans la loi des finances 2021. Comment on tire les leçons de la reddition des comptes de 2019, du collectif budgétaire, et comment on améliore, pas améliorer la performance, mais améliorer justement ces points de faiblesse que nous avons. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut s'orienter. Non, mais vous avez attribué les malheurs du budget actuel au Covid. Est-ce qu'on peut espérer que le budget de l'année prochaine va reconduire le chiffre de cette année, parce que les barrières sanitaires ont été levées et que l'activité minière, qui est la principale source de revenus en RDC, n'a pas été impactée par ça, parce que les cours sont hauts et la production quand même s'est maintenue? Oui, mais moi je crois qu'il faut au contraire, il faut faire la politique de ses moyens. Vous l'avez dit ici, j'ai entendu quelqu'un autour de la table me dire que le train de vie de l'État est une question qui doit être investiguée de façon plus approfondie. Alors mon problème, c'est pas diminuer tel ou tel poste au niveau de l'État, mais c'est de voir comment nous faisons un peu plus pour ceux qui attendent de nous.
Et c'est là, à mon avis, que le budget doit parler. C'est là, à mon avis, qu'on doit dire, voilà des politiques agressives qui vont vraiment changer la donne. Le Covid, par exemple, nous avons suivi la Fédération des entreprises du Congo, où 76% des entreprises ont dit que elles n'y arrivaient pas. Un autre groupe, 96%, nous ont dit qu'elles seraient dans l'obligation, peut-être, de supprimer des emplois. Alors, qu'est-ce qu'on fait au travers du budget? Qu'est-ce qu'on fait au travers de la loi des finances 2021 pour soutenir nos entreprises qui sont créatrices d'emplois? Et pas que les grosses entreprises, et pas que les entreprises publiques, mais les PME, mais ces entreprises... PME, ces entreprises publiques, ces grandes publiques et privées, vous disent aujourd'hui, par exemple, que non, elles ont perdu du chiffre d'affaires cette année, ce qui va impacter le budget de l'année prochaine. Tout et donc, on aura un budget, en tout cas, en deçà des réalisations de 2020 par rapport aux projections, parce que les entreprises ont souffert du Covid. On est sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je disais ceci. Il faut faire un budget qui est le reflet de la politique de ses moyens. Si nous faisons un budget trop haut, le risque est que les charges soient à la hauteur de revenus espérés qui risquent de ne pas venir. Si ces revenus espérés qui risquent de ne pas venir font défaut, et que nous avons un niveau de charge élevé, nous connaîtrons la même maladie de déficit élevé. Et donc, probablement que l'Assemblée nationale va être plutôt dans l'optique de la prudence. Mais comme j'ai dit, quand on dit prudence, ce n'est pas la rigueur pour tout le monde de façon absolutiste et non distanciée ou non différenciée. Je pense que ce que les gens attendent, c'est un budget qui soit équitable. Équitable, donnons un exemple. Si vous me dites, oui, mais il faut réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État, c'est aussi bien le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, que le ministère, je dirais, de, je sais pas, la recherche scientifique. Alors, la question qu'on se pose, parce que ce sont des arbitrages, faut-il sacrifier la sécurité pendant que des gens, des rebelles Codeco, entrent un samedi sous le regard des forces publiques dans une ville à Bunia? Faut-il plutôt diminuer les charges de ce ministère-là, ou faut-il augmenter peut-être ceux de la recherche scientifique? C'est une question d'arbitrage, mais ça doit être des arbitrages qui profitent aux Congolais. Des arbitrages qui renforcent peut-être la sécurité des Congolais, à l'intérieur comme à Kinshasa, des arbitrages qui permettent aux Congolais qui ont des difficultés en matière d'éducation de pouvoir s'y retrouver. Madame, on entend bien que vous vous préoccupez des Congolais, mais dans l'agir des hommes politiques et des hommes d'État depuis des décennies, ils n'ont jamais lié la parole à l'acte. Parce que quand on considère le budget national, 90% des ressources sont consommées par le fonctionnement des institutions et les rémunérations. Donc, et vous savez très bien que pour développer un pays et pour subvenir aux besoins des plus pauvres, il faut accroître le budget investissement. C'est le parent pauvre du budget, et on n'a jamais renversé ce paradigme. Oui, mais on n'a jamais renversé le paradigme, pas parce que ce sont les charges de l'État qui consomment la majorité des revenus. Le défi, ce n'est pas ça, et je reviens toujours à ça. C'est la même question qu'on a eue lorsqu'on a parlé des revenus des uns et des autres. Le problème, c'est plutôt quelle est notre capacité à générer des revenus additionnels à notre manne, ou enfin à notre revenu minier? Parce qu'en fait, la grande majorité des revenus de l'État sont les mines. On a fait la révision du code minier. Est-ce qu'on peut faire autre chose aujourd'hui? Moi, par exemple, je proposerais à l'État congolais d'investir plus dans l'agriculture. L'agriculture est créateur d'emplois, et certaines études montrent que si vous allez massivement dans l'agriculture, vous pouvez avoir un taux de croissance question précise qui combat la pauvreté. Ça, c'est une question importante. Sur cette question précise, est-ce que vous pouvez vous engager quand même à respecter même le protocole de Maputo, qui veut que le 15% du budget soit alloué au secteur de l'agriculture? C'est un des engagements pris par la République démocratique du Congo, mais qui n'a jamais été respecté. Vous êtes l'autorité budgétaire. Est-ce que cet engagement précis de la République, est-ce qu'on peut arriver à 15% du budget national pour justement être alloué au secteur de l'agriculture? Je crois que dans mon discours d'hier, j'ai évoqué cette question de l'agriculture, et donc vous prêchez peut-être quelqu'un de convaincu.
Mais une autre piste, justement, c'est le civisme fiscal. Le civisme fiscal. Ah, je croyais le cynisme fiscal. Le civisme fiscal. Mais vous, pas ce concept. Mais vous n'y aidez pas non plus parce que vous avez vu vous-même, pour amener les Congolais à contribuer à leur budget, il faut qu'on fasse la transparence sur les rémunérations. Or, vous avez vu, vous avez été gêné sur cette question à parler des rémunérations publiques. C'est une question encore taboue. Ça montre justement les mentalités qu'il y a au pays, à changer aussi de paradigme, à faire toute la transparence sur les revenus des hommes publics pour justement accroître le civisme fiscal. Alors, le civisme fiscal, ce n'est pas, pour moi, la mesure du civisme fiscal, ce n'est pas publier le salaire individuel d'un député. C'est un des paramètres. Oui, mais il n'y a pas que ce paramètre-là. La transparence que vous évoquez, je crois que nous l'appliquons déjà. Vous savez, nous avons un article de notre règlement intérieur qui dit qu'une fois par an, nous devons être audités sur notre gestion, et ça a été fait. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, ça a été fait. Et donc, ce sont des sujets avec lesquels on se sent quand même relativement à l'aise. Maintenant, le civisme fiscal, je pense que le problème, c'est d'élargir la base. C'est d'élargir la base et que le Congolais ait la culture du paiement fiscal. Cela étant, il est légitime pour un Congolais qui n'a pas d'eau, pas d'électricité, de se poser la question de savoir pourquoi il va payer un impôt. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Je suis d'accord avec vous sur cette question de transparence et j'y suis relativement attentive. Mais ça va prendre du temps. C'est une culture qu'on installe graduellement. On commence par des petits pas. Le premier pas, c'est de faire auditer l'Assemblée nationale par ce rapport de gestion. Un autre des pas, c'est les membres du gouvernement qui déclarent avant d'entrer au gouvernement quels étaient les biens qu'ils avaient. Et donc c'est une culture qui est graduelle. On peut pas tout faire en même temps. Nous sommes en démocratie depuis les premières élections 2006. Nous sommes en 2020. Ça fait 14 ans. On est un bébé démocratique et la démocratie va avec la bonne gouvernance. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je crois qu'on est sur un chemin où en tout cas certains essayent d'y être et de le promouvoir. Eric Ambago, Top Congo FM. Madame Mabunda, avec la Covid, la raison que évoquent les autorités publiques, on pourrait atteindre un budget de combien en 2021 ? Je ne suis pas devin et comme nous n'avons pas encore eu de conversation chiffrée avec les personnes qui président à ces travaux-là, je pense que ce serait pas sérieux de ma part de donner un chiffre. Est-ce que vous pensez pas que vous, députés, élus, vous ne remplissez pas correctement votre tâche ? Notre tâche, c'est de contrôler le gouvernement. Notre tâche, c'est d'être une autorité budgétaire. Mais il revient à ceux qui ont la politique du gouvernement et la charge du gouvernement d'amorcer le chemin. Et d'amorcer le chemin, c'est de nous soumettre un projet de loi des finances, et pas l'inverse. Contrôler l'État, contrôler le gouvernement. Oui, et pas l'inverse. Combien de contrôles parlementaires depuis que vous êtes là ? Oh, probablement plus d'une trentaine, comme ça, a priori. Avec quel résultat ? Qui est sanctionné par rapport à ces contrôles parlementaires ? Le but, ce n'est pas qui est sanctionné. Nous avançons à deux étapes. La première, c'est nous constatons et nous faisons des contrôles. Nous faisons des recommandations au gouvernement lors de la session où le contrôle a eu lieu. Et dans la session qui suit, c'est pour ça que nous avons mis la commission d'évaluation sur pied, dans la session qui suit, notre commission d'évaluation va au guichet du gouvernement ou des entreprises et établissements publics contrôlés, constate si nos recommandations ont été mises en application, et si elles ne le sont pas, on passe à l'étape de sanction. Alors il y a deux niveaux aussi de sanctions. Nous avons deux rôles différents. Sur ce plan-là, on a l'impression que vous êtes défaillant. L'IGF a produit ces derniers temps des rapports, mais à l'Assemblée nationale, vous êtes autorité budgétaire, vous effectuez des contrôles budgétaires. On n'a jamais eu des chiffres sur toutes ces déviations, ces dérapages dans la gestion des finances publiques. Alors nous ne faisons pas que des contrôles quantitatifs. L'IGF fait un contrôle quantitatif de chiffres. Il faut aussi se garder des contrôles qui sont des contrôles sensationnels. L'IGF faisait aussi des contrôles avant. J'ai été mandataire d'une entreprise publique en 2004-2005. L'IGF avait fait des contrôles. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le rôle du Parlement, lui, c'est au travers de la Cour des comptes déjà. Et la Cour des comptes produit des rapports. De deux, nous travaillons par les commissions parlementaires. Les commissions parlementaires produisent des rapports qui sont adressés en fait aux destinataires
que nous avons entendus, reçus, contrôlés, auditionnés. Et comme je vous l'ai dit, ça a été fait de façon tout à fait publique et destinée au gouvernement. Vous parlez d'amélioration des conditions des Congolais. Vous savez que le Trésor public dépense chaque mois quelque chose comme plus de 209 milliards de francs congolais pour la paye des fonctionnaires. Et parmi ces fonctionnaires, il y a des fictifs, il y a des doublons. Est-ce que l'Assemblée nationale a déjà eu le temps d'investiguer, de mener des investigations par rapport à tout ce qui se passe, les doublons et tous ces dérapages dans la paie des fonctionnaires? Mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas non plus le gendarme de toute la République. Il y a des mécanismes, il faut qu'on comprenne bien les mécanismes institutionnels. Déjà, au niveau des institutions concernées, il y a un travail à faire. Je crois que la ministre de la fonction publique a fait un travail sur ces questions-là. Je crois aussi que dans les années qui ont précédé, on a assisté à des dégraissages massifs dans la fonction publique, justement parce qu'il y avait ces doublons. Je crois qu'en 2018 ou 2019, on a vu ici l'ancien ministre de la fonction publique, Bongongu, aller justement sur terrain pour faire les contrôles idoines dans la matière. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut remettre les choses dans leur contexte. En ce qui concerne ces questions de dégraissage, 209 milliards qui vont à la fonction publique, nous sommes un État qui a la taille du Congo. Et quand vous parlez des fonctionnaires en voulant les pointer du doigt en disant il y a trop de fonctionnaires, il y a des fictifs, il faut faire attention aussi parce que dans nos fonctionnaires, nous avons des enseignants, nous avons des médecins. Les médecins d'État sont les seuls qui se retrouvent dans les provinces. Alors que s'il n'y avait pas ces médecins de l'État, de la fonction publique, nous n'aurions aucun médecin dans les provinces. La même chose pour les militaires et les policiers. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un travail de contrôle qui doit se faire, mais chacun à son niveau, avec les outils et les instruments que l'État a prévus. L'État n'a pas fait de l'Assemblée nationale l'auditeur en chef de toutes les matières de la République. Il y a des textes qui régissent, nous avons un devoir de contrôle suivant des procédures définies, nous avons des commissions qui ont des rôles sectoriels, qui font leur travail. Peut-être ce que je retiens de votre question, c'est qu'il y a peut-être une exhortation pour notre institution à publier aussi ces différentes enquêtes que nous faisons sur des matières qui posent problème. Et la plus grosse enquête que nous avons faite dernièrement, c'était sur les questions de sécurité. Pourquoi on a 8 armées qui circulent en RDC? Que se passe-t-il en Ituri? Pourquoi on ne trouve pas de solution à Béni? Ce sont évidemment des matières très sensibles. Je ne sais pas si on peut le verser dans le domaine public, mais la façon pour nous, en fait, de restituer le résultat de ces rapports, ce sont les plénières. Nous avons eu des plénières où on a fait le contrôle, où on a fait la restitution du contrôle que nous avons fait du démarrage du gouvernement par rapport à la question du Covid. Nous avons fait des réunions plénières très nombreuses sur les questions de sécurité et nous avons invité très fréquemment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Nous avons aussi fait des contrôles sur d'autres sujets, notamment les ressources naturelles et les questions environnementales liées aux ressources naturelles. Et toutes ont fait l'objet de débats publics parce que c'est par les plénières publiques que nous rendons compte au peuple souverain de ce que nous avons contrôlé auprès de l'État congolais ou des acteurs qui bénéficient des fonds publics de l'État congolais. Et c'est notre façon à nous, en fait, de rendre rapport, d'être redevable des contrôles que nous avons faits vis-à-vis des Congolais. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Madame Mabunda, vous ne pensez pas que dans ce contexte, vous, élus du peuple, vous qui revenez de la base, lancerez un message fort à l'endroit de cette population qui attend tant de vous en vous imposant certaines restrictions? On a parlé de la réduction du train de vie des institutions, mais on aimerait bien, puisque les fonctionnaires pleurent tous les jours, les militaires, les policiers, on aimerait bien justement entendre de nos députés dire voilà, pour des raisons liées aux circonstances actuelles, nous, Assemblée nationale, nous, autorités budgétaires, nous imposons telle restriction, réduction de vos émoluments, réduction, même si ça ne va pas apporter grand-chose dans l'amélioration des conditions de vos élus, mais en tout cas, ça serait un signal fort. Vous ne pensez pas? Alors, vous parlez beaucoup des élus. Les élus sont 500 et nous sommes 80 millions. Je parle du Parlement. Alors, vous n'êtes pas que 500 et vous êtes une institution tout à fait, qui fait partie de celles qui consomment. Tout à fait. C'est une proposition, mais je crois qu'elle est déjà d'application, puisque je vous dis ceci. Les parlementaires devaient voir leur salaire augmenter de 2019 à 2020. Ça n'a pas été le cas.
ils sont restés au même salaire que celui de 2019. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que les finances ont posé problème ou parce que vous n'avez pas voulu? Parce qu'il y a non, une non, lettre... ça n'a déjà pas été le cas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça n'a pas été le cas et nous avons accepté cette donne-là. Et je pense que c'est déjà une contribution qui parle d'elle-même. Mais même là, vous êtes trop bien payé par rapport à un fonctionnaire, par rapport à un professeur d'université, par rapport à certaines catégories de Est-ce que c'est nous qui avons défini les salaires des députés? Non, moi j'ai... L'autorité budgétaire, que je sache? Oui, mais nous avons trouvé cette situation-là. Il faut poser le problème de la rémunération des Congolais dans son ensemble. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'on parle de la rémunération des députés. Je vous ai donné en fait les principes qui président à ça. Je crois quand vous parlez de transparence, c'est bien la première fois qu'on a vu un président d'Assemblée nationale écrire pour poser la question au gouvernement de voilà, les députés en 2019 avaient autant, le budget 2020 prévoyait autant, le taux de change est passé de 1600 francs congolais à 2000 francs congolais. Que faisons-nous par rapport à ça? C'était une lettre officielle, transparente, parce que nous, à l'Assemblée nationale, nos lettres sont officielles et transparentes. On ne nous augmente pas en cachette à l'insu des autres institutions où on multiplie les salaires des agents par 3. Nous n'avons pas vu nos salaires à nous multipliés par 3. Et donc, je pense que déjà, ça parle pour les députés et les sénateurs. Donc, je crois que votre suggestion n'est pas mauvaise. Votre suggestion n'est pas mauvaise, monsieur le journaliste, mais je pense que c'est une question de fond qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde doit faire des efforts. Tout le monde doit essayer, en tout cas, de prêcher par l'exemple. Et donc je dis pour les députés, je le répète, de 2019 à 2020, leur salaire n'a pas été augmenté. De 2019 à 2020, le taux de change est passé de 1600 francs congolais à 2000 francs congolais, comme pour tous les Congolais. Nous avons senti le choc de ce taux de change qui s'est finalement casser la figure, si je puis me permettre l'expression. Et donc, je ne crois pas que les députés font moins d'efforts que les autres. Je n'aimerais pas non plus, avec la répétition de votre question, que vous donniez l'impression qu'ils sont les mieux payés de la République. Les mieux payés de la République ne sont pas à l'Assemblée nationale. Vous publiez des textes, vous savez qui sont les mieux payés de la République, ce ne sont pas les députés. Ok, alors on n'aura peut-être pas le temps de parler du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous rassurer que si j'ai répété autant de fois cette question, c'est parce qu'on a simplement affaire à vous. Non, mais je l'accepte. Non, je l'accepte. Il faut que le débat soit ouvert. Vraiment, j'accepte. Et c'est une question que j'ai à cœur, la gouvernance économique. Franchement, sentez-vous à l'aise. Je reviens sur l'Assemblée nationale. Les assistants parlementaires se plaignent, madame. Ils disent qu'ils ont accumulé trop d'arriérés de rémunération ou trop d'arriérés de salaire. Et ils parlent des défauts des nominations. Comment vous expliquez cela? Alors, je crois que cette question des assistants parlementaires a eu beaucoup de publicité. Mais en réalité, je crois aussi puisque vous aimez beaucoup parler de l'administration, d'avoir un nombre de fonctionnaires limité, je crois qu'il faut d'abord préciser les concepts. Qu'est-ce que c'est un assistant parlementaire? Un assistant parlementaire, c'est le secrétaire du député. Il y a eu des législatures avant celle-ci où le secrétaire du député était pris en charge par le député lui-même et pas par l'administration, c'est-à-dire pas par l'État congolais, pas par les fonds du Trésor public. Ça s'est fait dans les législatures, celle où j'ai été en 2011. Donc ça, c'est une première chose. Au départ, un assistant parlementaire, c'est le secrétaire personnel du député. Donc ce n'est pas comme l'agent de l'administration qui travaille à l'Assemblée nationale, qui vient de 8h à 17h. Il s'agit de personnes qui viennent accompagner le député au moment des activités plénières. Nous sommes d'accord, mais les choses ont changé depuis. Non, mais il y a une différence. Il faut valoriser le travail du fonctionnaire. Il y a une différence entre la personne qui vient de 8h à 17h à la RTNC ou à l'Assemblée nationale ou à Renatelsat et une personne qui est l'assistant d'un député qui vient au rythme de nos plénières et des travaux ponctuels qu'il fait pour le député. Ça, c'est un concept qui est important. Donc, il n'est pas un employé de l'Assemblée nationale comme nos 1500 administratifs. C'est important de le préciser. De deux, ces assistants parlementaires, en réalité, sont payés sur notre enveloppe de frais de fonctionnement. L'enveloppe de frais de fonctionnement, je vous ai dit que... Qui est de combien? L'enveloppe de frais de fonctionnement a connu 4 mois de retard.
4 mois de retard. Et donc, ça veut dire que pour faire face à tous nos engagements, je remercie les banques qui nous ont accompagnés, nous avons dû nous endetter jusqu'à ce que l'État congolais, petit à petit, régularise. Et ça, c'est une façon pour les députés d'accepter les difficultés ambiantes. On ne le dit pas assez, on n'en fait pas publicité parce qu'il ne faut pas faire de la récupération politique, mais si vous n'avez pas pendant 4 mois des frais de fonctionnement et que vous avez 1500 agents administratifs, 500 députés, 500 assistants parlementaires, il faut vraiment beaucoup de bonne volonté et le soutien des banques pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés-là. Et donc l'Assemblée nationale n'est pas différente des autres entreprises. Vous avez le souci de nous répéter que les entreprises sont en difficulté depuis que la Covid-19 est intervenue. L'Assemblée nationale, comme le Sénat d'ailleurs, sont des institutions qui, du fait du non-paiement de l'État congolais pendant 4 mois de leurs frais de fonctionnement, ont connu des difficultés qui ont impacté sur les assistants parlementaires. Et donc, c'est vrai qu'ils accusent des retards. Peut-être on doit être à 2 mois maintenant, mais au fur et à mesure, nous essayons en tout cas d'y faire droit graduellement. Mais toutes les autres personnes, bien sûr, les administratifs qui travaillent à plein temps et nos députés, nous essayons de donner la priorité à ces gens-là. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut essayer d'améliorer. Nous améliorerons quand l'État améliorera. Si nous avons 4 mois de retard de frais de fonctionnement, c'est difficile que nous fassions aussi des miracles. Mais nous avons la chance quand même d'avoir quelques banquiers compréhensifs qui nous ont, pendant ces temps difficiles, accompagnés. Et on les en remercie. Élisée Odia, Congo Web Télévision. Par rapport au budget, je veux citer un paragraphe de votre discours d'hier. Le budget doit ainsi cesser d'être un pur exercice théorique et mathématique d'alignement des chiffres. Il doit être un instrument qui apporte des réponses concrètes aux attentes de nos populations. Je me limite là. Concrètement, vous voulez que le budget vous parvienne comment ? Qui est des libellés où on mentionne tel coin, on va construire telle route, concrètement, vous voulez que le budget soit présenté de quelle manière? Non, la façon de présenter le budget n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est les priorités que nous allons mettre dans ce budget. Quelles sont les priorités que nous allons mettre dans ce budget? Ce sera par rapport à la politique du gouvernement pour l'année 2021. 2020 était l'année de l'action. Bon, le virus nous a mis un peu en inaction. Que sera 2021? Est-ce que ce sera l'année de la sécurité? Est-ce que ce sera l'année de l'agriculture? Est-ce que ce sera l'année de la classe moyenne congolaise? Et c'est en fonction des priorités de l'année 2021 en fait que le budget devrait être orienté. Et donc c'est pas tellement une question de présentation cosmétique, c'est une question de choix et d'options fondamentaux que nous faisons en ayant quand même en ligne de mire le Congolais du monde rural. Parce que souvent, en fait, on remarque aussi que l'exercice est fait à partir de la question ici de Kinshasa, mais que peut-être on a tendance à oublier qu'à l'intérieur du pays, dans ce nouveau fédéralisme où nous sommes, peut-être qu'il faut mettre un coup d'accélérateur pour que ces provinces-là aussi puissent déployer des richesses. Je donne un exemple. On parlait des députés, mais je veux pas qu'on les plaigne. Je répondais aux journalistes qui me posaient la question des arriérés des assistants parlementaires, mais savez-vous que beaucoup de gouverneurs et gouvernements de province sont impayés depuis 8 mois. Et donc, si vous êtes impayé depuis 8 mois, c'est très difficile de mener une politique qui soit proche de votre population, de mener une politique de sécurité pour les provinces qui sont fragilisées à l'Est, etc. Voilà, l'alerte que je lançais, c'était de dire il faut peut-être avoir des priorités qui nous permettent d'être peut-être encore un peu plus proches, sinon vraiment proche du Congolais de tous les jours. Par rapport à la situation sécuritaire, vous l'aviez décrié, ça devient un peu récurrent pendant les sessions parlementaires. Les sessions parlementaires s'ouvrent sur fond de cette insécurité. La faute à qui? Certains voient bientôt il y aura un avant-projet de loi ou un projet de loi portant amnistie. Est-ce que ce ne sont pas des tels projets de loi ou des propositions de loi qui participent à la floraison, à la propension de ces différents groupes armés? Alors la question de la sécurité en RDC, elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une question très complexe.
qui est lié peut-être à l'histoire géopolitique aussi de la RDC. Et ce n'est quand même pas des Congolais qui s'attaquent entre eux. En réalité, dans nos provinces, on n'a pas encore trouvé des Congolais qui se battaient à l'arme lourde entre eux. On nous parle de groupes armés. 144 selon les Nations Unies. Voilà, on nous parle de groupes armés qui sont quand même, qui ont des bases arrières en dehors des frontières du Congo. Donc déjà, ça circonscrit le problème. Alors oui, je suis d'accord avec vous que c'est une question qui doit être adressée. J'ai vu en tout cas que cette question n'a pas une réponse facile. La loi de l'amnistie, vous l'avez évoqué, elle pose des problèmes de fond parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on ferait une prime à ceux qui ont été à la guerre. Les accords ont été signés, on n'a plus le choix quand même, c'est ça aussi le problème. Tout à fait, mais je pense que nous devons rester dans... je pense que nous devons rester. Il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi. Il y a quand même un problème de fond. Peut-on donner une prime à la guerre? Et vous l'avez dit, il faut qu'on fasse peut-être le bilan de toutes les initiatives post-conflit que nous avons mis sur pied dans ce pays, notamment le DDRR. J'ai rencontré des gouverneurs du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, qui m'ont donné, eux, de l'intérieur du pays, du monde rural, qui m'ont donné, eux, leur perception de ces programmes de démobilisation, réintégration des ex-rebelles ou des ex-miliciens. J'ai aussi eu la chance, dans mon ancien métier, mais aussi au travers de certains échanges directs avec les FARDC, j'ai aussi eu la possibilité d'échanger avec eux sur ces programmes de démobilisation où finalement l'armée vous dit mais quand on nous met à disposition des miliciens, il faut quand même pas attendre qu'après les avoir mis à notre disposition, que ce soit l'armée congolaise qui mette en place un système de démobilisation, réintégration pour eux. Pour eux, c'est juste désarmer. Et donc, il y a toute la suite qui doit être repensée. Et donc, pour moi, l'amnistie, la démobilisation, réintégration, ce sont des sujets qui sont fortement liés à notre histoire sécuritaire et il faut être très prudent dans la façon d'aborder ça. Je prétends pas avoir une réponse définitive, il faut être humble et connaître ses limites. Je suis pas un homme de guerre ni une femme de guerre, je fais pas partie de l'armée et donc je pense néanmoins qu'il y a une conversation institutionnelle profonde qui doit se faire pour que des outils de bonne foi ne se retournent pas encore contre nous et ne soient pas une prime de nouveau à la guerre. Par rapport à la gestion Covid, vous avez mis en place une commission multisectorielle. Vous estimez que la gestion, sur le plan en tout cas financier, a été bien faite ou vous pensez que le ministre devait revenir à l'Assemblée nationale pour s'expliquer? Alors d'abord, la Covid-19, c'est pas un ministre, c'est multisectoriel, donc c'est plusieurs ministères dans le gouvernement. L'environnement s'occupe par exemple de l'assainissement des bâtiments, la santé s'occupe des problèmes médicaux, le transport s'occupe de la sécurisation des transports pour ne pas propager le virus. Et donc nous avons regardé ça, cette commission a regardé ça sous tous les angles. C'était sous la présidence de l'honorable Félix Kabange. Je pense qu'il a fait un travail de fond extrêmement fouillé, dont on a fait rapport en public, en plénière, pendant 3 séances plénières, tellement c'était consistant. Alors, il n'y a pas de bonne réponse sur ces sujets-là. Vous avez vu qu'en France ou en Allemagne, bien les gens critiquent. Mais vous avez vu qu'en Asie, par exemple, ils font pas beaucoup de bruit. Et les pays asiatiques sont ceux qui apparemment ont le mieux maîtrisé la réponse au Covid. Alors, il y a des éléments de réponse à tirer de toutes ces expériences. Et il y a certainement des éléments de réponse aussi à tirer de l'expérience congolaise. Mais je ne voudrais pas qu'on dévalue l'expérience congolaise parce que nous avons toujours un peu cette habitude de nous dévaluer, de nous autocritiquer, de nous flageller. Vous savez, nous sommes à 10 400 cas et comparé à d'autres pays africains, nous ne sommes pas mal positionnés. Nous sommes aussi le pays qui a eu le plus régulièrement l'habitude et qui a eu une certaine familiarité avec les questions de santé publique épidémiologique. Vous savez que nous avons aujourd'hui le problème d'Ebola. Ça fait 11 ans que le virus Ebola est ici. C'est un virus très mortel, mais c'est au Congo qu'on a trouvé des solutions au virus Ebola. Ce n'est pas en dehors du Congo. Et les gens venaient du monde entier pour venir
observer le phénomène du virus Ebola. Et ça a commencé d'ailleurs à Yamboukou, chez moi à Bumba. Et c'est pour vous dire que même dans le Covid-19, certes tout n'a pas été parfait, mais par rapport à l'hécatombe qui avait été annoncée pour les pays africains, alors certes il ne faut pas être triomphaliste, on souhaiterait qu'il y ait plus de masques pour tout le monde, parce que le masque est un instrument d'arrêt de la propagation du virus. Mais si on regarde notre état sanitaire, la taille de notre pays, les moyens financiers limités, je crois qu'il faut regarder ça sous cet angle aussi. Et franchement, quand on pense que des médecins de l'État, ceux-ci, des médecins de la fonction publique que vous avez voulu diminuer en nombre dans vos questions, quand on pense que c'est ces médecins de la fonction publique qui ont fait le boulot dans des conditions où parfois ils mettaient en jeu leur vie pour des salaires quand même qui pourraient mériter discussion. Je crois que ce Congo-là, on peut quand même le respecter. Alors, vous comptez mettre un accent particulier sur la lutte contre la corruption, pas vous, mais dans les initiatives parlementaires. Quel regard avez-vous par rapport à cette lutte, par rapport à ce qui est déjà fait? Et est-ce que vous convaincu que nous sommes toujours dans la République des juges? Ah mais je crois qu'on parle beaucoup des juges, donc si on parle beaucoup des juges, c'est qu'ils ont un rôle à jouer. Donc votre question est une réponse. Donc le juge a vraiment toute sa place. Vaut mieux la République des juges que la République des intouchables, par exemple. Moi, je crois que quand je parle de la République des juges, c'est pas dans un sens péjoratif. Mais qu'est-ce qu'on demande, c'est que la démocratie peut se réguler par le respect de la règle de droit. Et le respect de la règle de droit, ce sont les juges qui l'appliquent. Maintenant, il faut que les juges appliquent la règle de droit avec l'indépendance et l'autonomie qui sied à l'exercice de leur métier. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, oui, il est important que les juges jouent leur rôle. Quant à la lutte sur la corruption, c'est un long chemin. C'est pas facile parce que l'histoire du Congo est une histoire délicate sur ces sujets-là, mais qu'aujourd'hui on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse essayer d'avancer de façon professionnelle ou de façon technique, je dirais, c'est un bon chemin. On peut pas éviter la conversation sur la lutte contre la corruption. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'Assemblée nationale, nous avons eu 2 propositions de loi dans une même session et dans la même année. C'est quand même significatif. 2 propositions de loi. Une proposition de loi d'agence de création d'agence de lutte contre la corruption qui est passée, que nous avons adoptée, et une proposition de loi qui va intervenir maintenant pour le renforcement du code pénal de 1940 qui avait prévu des peines de sanctions donc en cas d'actes commis de corruption, mais ces peines sont dérisoires au jour d'aujourd'hui et donc il faut revisiter ce texte-là. Et donc oui, voilà notre contribution, nous, comme Assemblée nationale, à la question de lutte contre la corruption. Merci à Élisée Odia, Congo Web Télévision. Merci à Israël Moutala de 7sur7.cd. Merci à Thierry Kambundi, à Eric Ambago de Top Congo FM. Merci à vous, madame. Merci. Il y a encore beaucoup de questions pendantes. Alors, on va commencer par, très rapidement, vous avez voulu que l'on sache et que l'on parle beaucoup de ce que vous avez réalisé. Pour le peuple, quelle loi, depuis que vous êtes là, avez-vous fait voter pour le peuple, particulièrement pour lui? Alors, je ris à votre question parce que elles sont toutes pour lui, voilà, mais particulièrement pour lui. Une loi que vous pouvez exhiber en modèle de nous avons fait ça pour que il ait plus d'eau, il ait plus d'électricité, il ait plus de sécurité, il ait un salaire plus élevé, il vive mieux. Voilà. Alors moi, je citerai une loi et je suis fier de cette loi aussi parce que elle est portée par un député que je respecte beaucoup, qui est l'honorable Eve Bazaïba. Nous avons porté la loi de protection des handicapés. Nous l'avons introduite. Elle avait été recalée 2 fois dans les précédentes législatures pour différentes raisons de légistique et d'agencement avec d'autres textes qui existaient déjà, mais elle a eu le courage de corriger ce texte et nous l'avons pris à bras-le-corps. Nous l'avons présenté. Alors ça peut sembler étrange, mais peu de gens savent qu'en RDC, les aveugles, les gens qui ont la polio, les gens qui sont bossus et d'autres handicaps, ils représentent quand même 10 millions de la population.
Et 10 millions de la population, c'est énorme. On ne peut pas ignorer 10 millions de la population. Et donc voilà une loi que nous avons fait passer. Vous en avez fait, vous votez beaucoup de lois? On a cette session, la session de mars, c'est là où ce qui compte, c'est pas le nombre de lois. La qualité des lois. C'est la qualité des lois, si elles sont appliquées et si elles changent le vécu quotidien de la population. Je vous ai donné la création de l'agence de lutte contre la corruption. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile parce qu'il faut une loi pour les questions de corruption. Élysée l'a dit ici, Madame Élysée l'a dit ici. La corruption, il faut vraiment un chemin très robuste pour pouvoir arriver à mettre à bas ce mal-là. Donc, je pense aussi qu'il y a eu la loi pour les peuples autochtones. Les peuples autochtones, ce sont toutes les personnes qui vivent dans nos différentes provinces ou dans certaines provinces plus que d'autres. Je pense aux provinces des Deux Kivu, aux provinces du Tanganyika, provinces du Grand Équateur. La loi sur les peuples autochtones, c'est comment nous coexistons avec des gens, des communautés qui refusent la vision d'évolution que nous avons, la modernité. Et donc ça, c'est la loi de protection des peuples autochtones dits pygmées. Ce sont des lois très importantes, mais vous avez parlé aussi ou surtout de lois qui vont faire développer le Congolais au quotidien. Voilà, j'ai pas dit que c'est pas le cas. Hein. Non. Vous avez dans l'émission dit que les provinces déploient des richesses. Il y a des lois qui existent. Est-ce que vous voyez à leur application, notamment, que ces provinces qui produisent ne voient pas leur quotité réinvesti dans la province Alors, si on parle des provinces et du monde rural, moi j'aimerais bien évoquer le code agricole. Vous savez que le code agricole est en réexamen chez nous sur certains de ces articles pour que justement on mette plus de fluidité et qu'on puisse attirer plus d'investissements locaux ou étrangers en matière d'agriculture, parce qu'on a un potentiel incroyable, mais qui est sous-valorisé parce que les règles du jeu en matière de code agricole ne sont pas suffisamment fluides que pour permettre des investissements. Et ça va changer la vie de tous les Congolais parce que tout le monde connaît quelqu'un qui fait de l'agriculture autour de lui et c'est créateur d'emplois. Voilà une loi qui, à mon avis, peut changer. C'est principalement créateur d'emplois pour les investisseurs étrangers. L'accès au crédit en République démocratique du Congo, c'est d'ailleurs le sujet d'une grande conférence que Top Congo organise avec Refresh Connection. Samedi, l'accès au crédit avec Refresh Connection, oui. Samedi, cet accès au crédit, il est très limité. Il faut avoir soit une maison, il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Non, et je pense mais il faut commencer quelque part. D'abord, si vous voulez avoir un crédit agricole, il faut que vous soyez dans les règles du jeu agricole. Les règles du jeu agricole, si vous n'avez pas le code agricole, ça peut pas avancer. Donc ça, c'est la première des choses. Mais les règles du jeu agricole, 99% de la population, ceux qui vous écoutent, ceux que vous avez sondés, ne les connaissent pas parce qu'elles sont pas vulgarisées et n'ont pas les moyens d'être dans ce code agricole. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale, vous dites que vous attelez à réaliser des lois qui sont très proches de la population. Qu'est-ce que votre Assemblée nationale peut faire pour cela? Mais justement, je crois qu'on y revient toujours. Il y a des fondamentaux. Je n'aimerais pas qu'on puisse dire que les lois qui sont faites seraient des lois qui sont faites pour les gens du haut ou pour des étrangers. Quand on parle agriculture, il y a l'agriculture. Vous voyez tout de suite l'agriculture industrialisée, mécanisée, etc. Mais lorsque nous allons en dehors de Kinshasa, c'est qui que nous voyons sur les routes en train de faire pousser telle ou telle chose? Ce sont nos Congolais de tous les jours. Et donc, ils ont le droit aussi d'être sécurisés dans cet environnement-là. Je donne l'exemple du code agricole, mais allons à la fonction publique, parce qu'on en a beaucoup parlé. Moi, je défends la fonction publique. Voilà. Cher Thierry Kambundi. Voilà. On a parlé de la fonction publique. Nous avons trouvé une proposition de loi qui porte statut des agents de carrière des services publics et elle comportait quelques erreurs de nouveau. Quelques erreurs parce qu'on ne peut pas faire des lois qui sont incohérentes par rapport à un système de règles du jeu existant dans ce domaine. Et donc, nous avons demandé aux députés qui avaient porté ce projet de le corriger après l'avoir soumis au gouvernement. Et ça vise à doter les agents de la fonction publique d'un régime spécifique de sécurité sociale. Il y a eu des expériences, notamment en matière d'éducation, où on avait mis sur pied un service de sécurité sociale ou un système de pension pour les enseignants, et ça a marché. Et fort de ça, un député
discuté s'est dit, mais pourquoi à partir de cet exemple qui a eu lieu dans le domaine de l'éducation, du temps du ministre Macaire d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous n'étendrions pas ça pour toute la fonction publique? Et donc là, aujourd'hui, un des projets ou une des propositions qu'on veut porter, c'est cette loi portant statut des agents de carrière du service public. Et les agents de carrière de service public, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais ils rendent des services, ils sont dans des zones là où le secteur privé et les individus et les entrepreneurs comme vous ne vont pas. Donc on pensait qu'il fallait les aider. Merci beaucoup Madame Mabunda. Je vais vous demander des questions je vais vous poser des questions un peu plus directes, avec des réponses un peu plus rapides. Relations entre institutions, comment ça va avec le président? Nous étions hier ensemble à sa demande. Ça va mieux qu'il y a quelques semaines où on parlait. C'est pas à moi de répondre. C'est à lui à le dire. C'est pas à moi de répondre. Je pense que c'est pas une question de personne et c'est là tout le danger. Je crois qu'il faut s'entendre bien avec toutes les institutions. Et donc c'est l'institution présidence et non pas l'individu. C'est l'institution Assemblée nationale et non pas l'individu. C'est l'institution gouvernement exécutif et non pas les individus. Mais ce qui est de bon ton, je m'inscris toujours dans la remarque spontanée qu'a fait un des journalistes ici, où il a dit, un état d'esprit de chamaillerie. Et je pense que c'est à nous à donner l'exemplarité. C'est le cas aujourd'hui? C'est pas le cas aujourd'hui entre la présidence et l'Assemblée? Il y a plusieurs institutions. Je crois que le Congo n'est pas... Non, je parle entre la présidence et l'Assemblée nationale. Mais je crois que le Congo, en fait, vous êtes tous en fait des petits-enfants du président Mobutu. Parce que tout le monde parle toujours de la présidence de la République. Alors même pour le président actuel, je veux dire, il joue son rôle sur base des textes, mais chaque fois tout le monde veut le ramener au centre du jeu parce que nous sommes tous en fait politiquement le premier exemple de leadership que nous avons vu, c'est un leadership fort du président Mobutu et donc on dit toujours la présidence et le gouvernement, la présidence et la justice, la présidence et non, je crois que il y a une séparation des pouvoirs, il y a des principes de fonctionnement du pouvoir en République démocratique du Congo avec des règles du jeu, ces règles du jeu doivent être respectées par tous dans un esprit de courtoisie institutionnelle. Et je pense que c'est à ça que nous travaillons. Avec la justice, ça va mieux? La Cour de cassation, l'épisode est passé? Pour moi, j'apprécie les juges, je les respecte beaucoup. Vous savez, ils font un travail incroyable. Donc, je pense qu'il faut un incident ne doit pas cacher l'essentiel. L'essentiel, c'est que les juges font un travail admirable dans des conditions difficiles. Il peut y avoir quelques cas qui nous alertent, qui nous rappellent que la justice doit rester indépendante, ça doit pas être une justice sur mesure, mais j'aimerais pas identifier telle ou telle autre cour, parce que nous, à l'Assemblée nationale, en fait, on travaille avec presque tous les cours, aussi bien avec la Cour constitutionnelle que la Cassation, que le Conseil d'État. Dernièrement, nous étions au TGI Gombe, c'est pour vous dire, on a des juges à Matete qui nous demandent d'aller, et ils nous demandent pas gentiment, ils nous demandent parce que bon, voilà, c'est leur travail et nous, on fait le nôtre. Donc, on a une vision globale de ce que la justice congolaise peut faire bien quand elle le fait bien et une vision aussi de ce qu'elle peut faire mal quand elle le fait mal. Et donc nous, on est là un peu les porte-voix du Congolais qui peut être satisfait ou insatisfait. Voilà. Relation avec le gouvernement, je vous poserai pas parce que si entre gouvernement et l'Assemblée nationale il y a problème, on va vers la destitution. Je pense que ça va bien. Mais la coalition FCCK, je vous y croyais pour longtemps. Jusqu'à la fin elle tiendra avec tout ce que vous entendez? Bon, je crois qu'aussi les Congolais aiment beaucoup la polémique, hein. C'est un peu, au fond, finalement, nous sommes tous comme, les acteurs politiques congolais sont avant tout congolais. C'est eux qui alimentent cette polémique. Bon, je ne sais pas. Parfois, quand je parle aux politiques congolais, ils disent, c'est plutôt les journalistes qui alimentent les polémiques. Donc, on ne sait pas qui des deux veut la polémique, mais, moi, je crois que on a assisté à quelque chose d'inédit et il faut vraiment pas le banaliser parce que sinon le pays peut-être aurait pu être en sang. Quand on voit les alertes sécuritaires que nous avons dans certaines zones et je pense à l'Ituri avec beaucoup d'interrogations quand même, on ne peut pas banaliser ce que la paix peut représenter. Et la paix, on la gagne en transformant une violence politique par des compétitions électorales qui aboutissent à des résultats qui amènent des décideurs à recevoir temporairement le mandat des Congolais sur base de la Constitution. Et donc, dans ce cadre-là,
il y a eu une mutation de pouvoir, un changement de pouvoir en République démocratique du Congo. C'est quand même la première fois que ça a été fait. Nous tous ici, nous étions très tremblants, très inquiets, en se disant que ce serait un bain de sang, que le Congo n'existerait plus et qu'on verrait des résurgences d'autonomisation, de tribalisme. C'est un peu le cas pour le tribalisme. Et donc, moi, je parle d'abord de la mutation politique pacifique qui s'est faite. On reviendra, si vous voulez, sur cette question-là. Et je pense que le Congo qu'on citait comme mauvais élève en disant ils n'y arriveront pas, toutes les marraines et les parrains du monde se sont penchés sur le berceau Congo pendant 2 ans, de 2016 à 2018. Mais c'est les Congolais de tous les jours. Vous, moi, ici, assis autour de la table, celui qui est dans le taxi, celui qui est sentinelle, celui qui fait du pain, celui qui est dans son marché. C'est ces gens-là, vous et moi, qui avons fait dire que non, on est Congolais, on est fiers de l'être, on veut rester ensemble, on va pas faire un bain de sang. Oui, on va aller voter et on a voté et on a fait cette mutation pacifique où le peuple a souhaité, qui est comme des contrebalanciers avec un président qui est de l'ancienne opposition et une majorité parlementaire qui représente en fait un groupe politique donné qui a géré ici pendant 18 ans. Et donc c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose d'inhabituel, mais les coalitions ne sont jamais faciles. Le Congo serait une exception si c'était facile, mais c'est quand même le seul pays qui a inventé le 1+4 et qui a réussi. On arrivera toujours à une conclusion heureuse. Je ne suis pas sûre, parce que les coalitions, c'est difficile, je vous l'ai dit. Il y a des obstacles, il y a des divergences de vues, il y a des moments de chaleur, il y a des moments d'incompréhension. Mais ce qu'il faut préserver, c'est l'essentiel, c'est l'unité et la paix du Congo. Ces postes ne nous appartiennent pas individuellement, le mien ne m'appartient pas, et les autres, nous tous qui avons des carrières ou qui sommes au service de l'État, nous sommes en fait au service de l'État pour la nation congolaise. Et donc on doit se dépasser. Je pense que c'est pas agréable, vous l'avez dit d'entrée de jeu, d'être insulté publiquement. Ça ne me fait pas plaisir, mais je dois faire mon travail et je dois être au service des Congolais. Et donc je dois me dépasser et ne pas avoir d'émotion. Donc je pense que c'est ce qui compte, c'est que on puisse préserver le bébé Congo. C'est tout ce qui compte. Vous ferez tout pour ça? Je ne sais pas si je présenterai ça sous cette façon-là. Je pense que le peuple congolais a droit à la paix. Vous ferez tout pour préserver ce bébé Congo? Non, je pense que le peuple congolais a droit à la paix dans la rationalité et le respect des textes. Merci beaucoup Madame Janine Mabunda, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis, écoutés et vus, parce que vous nous écoutez partout sur la FM, Top Congo FM, partout à Kinshasa, partout en République démocratique du Congo, sur Internet, à Bumba aussi chez vous. Et sur YouTube, via la vidéo, et à toutes nos télévisions partenaires. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec le magazine Top Presse, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez pas ce samedi, la grande émission par le coût et crédit. On attend la présence de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, madame. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.